Bonne année à tous, c'est le retour de votre rendez-vous politique Capitale 2020, BFM Paris, Le Parisien. À peine plus de 2 mois maintenant des élections municipales, nous allons passer 1 heure ensemble et échanger avec un candidat dans notre région. Parcours, propositions mais aussi personnalité. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Grégoire que je reçois, le premier adjoint PS de la maire de Paris, qui est candidat également dans le 12e arrondissement. Capitale 2020, c'est tout de suite. Et on ne perd pas les habitudes, vous le savez, vous pouvez continuer de réagir tout au long de l'émission avec le hashtag BFM Paris. Emmanuel Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christine Henry, journaliste au Parisien également, merci de nous accompagner également bonsoir. Pour cette préparation d'émission. Bonsoir à tous, bonne année et meilleurs vœux à vous deux sur le plateau de BFM Paris. Au programme avec vous, Emmanuel Grégoire, aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité. Tout d'abord, l'actualité sociale, notamment dans notre région, très impactée, vous le savez, par la grève, comme contre la réforme des retraites. Nous testerons ensuite vos connaissances de Paris dans un petit quiz. Vous allez voir, très sympathique, tout ce qu'il y a de moins stressant. Il ne faut pas vous en faire. Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite ici sur ce plateau pour aborder la thématique des transports à Paris et dans notre région. Et puis un invité viendra ensuite vous interpeller sur la problématique de la propreté dans la capitale, chère aux habitants. On commence tout de suite avec l'actualité, c'est Paris News. Question d'actualité, Emmanuel Grégoire, vous n'êtes pas sans savoir que cela fait maintenant plus d'1 mois que la grève générale contre la réforme des retraites est lancée, qu'elle affecte notamment notre capitale, notamment les transports en commun. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle a eu lieu cet après-midi, ce jeudi, dans la capitale. Une large intersyndicale qui a rassemblé 370 000 manifestants, en tout cas ce sont les chiffres de la CGT à ce moment précis où je vous parle. Et forcément, les conséquences qui continuent de se faire ressentir, Christine Henry, on le disait, notamment dans notre région, dans les transports. Absolument. Donc, vous avez déclaré qu'il était urgent de sortir de la grève. Est-ce que vous appelez toujours à la fin de la grève ou bien est-ce que vous soutenez les grévistes ? D'abord, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire à la fois de soutenir le mouvement social contre un projet de réforme des retraites qui est quand même extrêmement mal engagé. Il est mal engagé sur la méthode. Personne ne comprend plus qui est en responsabilité de négociation. Et extrêmement mal engagé sur le fond. Parce que quand on arrive à faire un front uni de l'ensemble des organisations syndicales, en dépit du fait qu'elles ont chacune des positions nuancées sur le sujet, c'est quand même le carton plein des oppositions, et donc c'est franchement que le projet est mal engagé. Après, je suis un Parisien comme vous, un élu de Paris, et j'observe la lassitude face à ce mouvement de grève qui pénalise le fonctionnement des services publics parisiens, des services publics de transport, qui a donc un impact pour les Parisiens, mais il a un impact, je crois, encore plus grave pour ceux qui habitent en petite couronne et en grande couronne, qui n'ont pas d'alternative à la voiture pour se déplacer quand il y a des grèves de transport. Et donc je crois qu'il serait de la part du gouvernement sage de remettre l'ouvrage sur le métier concernant la réforme des retraites, de renoncer à présenter le projet de loi avant la fin janvier au Conseil des ministres, de façon à envoyer un message positif aux organisations syndicales de dialogue. Est-ce que ça serait pas reculer pour mieux sauter? Est-ce que c'est pas juste une parenthèse et que le problème reviendrait un peu plus tard quand la réforme... Non, c'est pas sûr, parce qu'il y a des organisations syndicales qui sont prêtes à discuter. La CGT est prête à faire des propositions. Après, chacun imagine bien qu'il n'y aura pas d'unanimité sur un projet de réforme, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut envoyer ce message positif, parce que là, il y a une forme d'obstination qui pousse à l'entêtement et qui envoie tout le monde dans le mur. Le gouvernement, parce que il n'arrivera pas à obtenir de projet qui sera soutenu, et puis parce que la lassitude sur le mouvement de grève s'installe. Et je sais que les grévistes qui continuent à se mobiliser sont les premiers
à la subir parce que, pas oublier que ce sont des pertes financières lourdes pour des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et donc voilà, vraiment un appel au dialogue et à la responsabilité du gouvernement qui doit prendre le temps de la discussion. Manifestement, il ne l'a pas pris correctement. Alors c'est votre appel au gouvernement, on l'a entendu. Est-ce que vous avez un message également à adresser aux Parisiennes et aux Parisiens qui sont confrontés, vous le disiez vous-même, à toutes ces difficultés, des solutions peut-être à la grève qui pourraient être envisagées par la mairie de Paris, même si on sait que voilà, vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a des gens qui ont manifestement redécouvrent que le métro c'est utile. C'est-à-dire quand le métro ne fonctionne pas, il n'est pas possible d'imaginer avoir des moyens de substitution. Nous en avons mis en place. Évidemment, le vélo, je suis moi-même venu en vélo ici, mais enfin j'en mesure l'inconfort quand il pleut à ce point. Nous avons favorisé des mobilités alternatives du covoiturage, etc. Mais vous ne pouvez pas substituer par des inventions du jour au lendemain, des solutions pour des moyens de transport qui déplacent des millions de personnes chaque jour. Le seul moyen c'est d'arrêter. De simplifier la vie des Parisiens, c'est de sortir de la grève. Et pour sortir de la grève, il faut prendre le temps du dialogue pour la réforme des retraites. Et j'ai observé avec un certain agacement, je dois le dire, les tentatives, heureusement, elles ont cessé. Du gouvernement en tout début de mouvement, de nous expliquer quasiment que s'il y avait de la grève et de l'inconfort dans les transports, c'était la faute d'Anne Hidalgo. Heureusement, ça a cessé parce que quand même la raison s'est imposée. Aujourd'hui, c'est vraiment une situation qui est pénible et au-delà de l'inconfort de déplacement, on a eu plusieurs fois l'occasion déjà d'évoquer le sujet de la situation des commerçants, de l'activité économique, qui ont perdu 30 à 50% parmi les plus impactés. Tout le monde est impacté. La PHP fonctionne à flux tendu, les services publics parisiens fonctionnent à flux tendu, les commerces sont asphyxiés dans beaucoup d'endroits. L'hôtellerie, la restauration, toutes les industries culturelles, etc. Et donc ça finit par peser évidemment sur l'emploi, et fait porter un risque important en termes d'impact économique. Donc il faut sortir par le haut. Alors il y a ceux qui font le procès des grévistes et qui disent que ce sont des irresponsables et qu'il faut qu'ils cessent la grève. Moi, je fais partie de ceux qui appellent le gouvernement à la responsabilité. Les gens ne font jamais grève par plaisir. C'est donc qu'il y a un malaise profond dans notre pays. On le voit dans les indicateurs de soutien à ce mouvement, y compris de la part de non-grévistes. Et bien voilà, c'est le moyen de sortir par le haut de tout ça. Faire un pas de côté pour prendre le temps du dialogue, c'est jamais une erreur, je le crois, en politique, surtout de la part de gens qui parfois nous en font le procès. Dans le même temps, Valérie Pécresse, hier, la présidente de la région, a confirmé le remboursement du pass Navigo pour le mois de décembre, pour tous les usagers qui sont abonnés, quel que soit leur type d'abonnement d'ailleurs. Ce dédommagement, est-ce que c'était absolument nécessaire ? Oui, moi je partage totalement ça. C'est-à-dire que quand on paye un service qui est si manifestement pas au rendez-vous, il est normal de rembourser les utilisateurs. Donc voilà, c'est une bonne décision d'Île-de-France Mobilité. Il faudra d'ailleurs que nous la prenions collectivement, parce que c'est pas Valérie Pécresse qui décide ça seule. Mais je soutiens cette proposition. Elle est évidemment logique compte tenu de la situation. Une décision en tout cas prise collégialement avec les patrons de la RATP et de la SNCF. Pour janvier également, est-ce qu'il faudra rembourser de nouveau les usagers ? On suppose que oui. La réponse est oui, si la grève continue à durer jusqu'à la fin du mois. Ça me paraît évident. On sait que c'est la région Île-de-France qui gère justement, qui a autorité sur la question des transports à Paris en Île-de-France, mais tout de même, est-ce que on vous a pas beaucoup entendu sur ces sujets justement de transport ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous exprimer sur ce sujet ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. J'ai aucun problème pour m'exprimer. À chaque fois qu'on m'a tendu un micro, votre opinion et on me l'a fait sur la grève. Sur la grève et sur les conséquences sur les travaux, sur les transports, pardon. Je vous redis la même chose. C'est valable pour la RATP, pour la SNCF, pour tous les services publics qui sont soumis à des grèves. C'est le cas de l'éducation nationale, etc. Nous désapprouvons les nuisances de la grève. Est-ce que vous avez tiré par exemple des leçons ? Est-ce que vous avez par exemple tiré des leçons des difficultés qu'ont rencontrées les Parisiens ? Concrètement, seules la ligne 1 et 14 qui sont automatiques ont continué de fonctionner absolument normalement, quels que soient les horaires. Est-ce que par exemple ça voudrait dire qu'il faudrait demander à Île-de-France Mobilité d'automatiser plus de lignes dans le futur ? Ça n'a pas de sens. Les gens qui utilisent cet argument-là ne comprennent rien à la situation. Automatiser des lignes de... Beaucoup de Parisiens se posent la question, alors ils n'ont pas l'idée du temps que ça peut prendre. Sous le coup de l'agacement, on peut aussi estimer que le droit de grève, c'est ennuyeux, qu'il faut le supprimer. Un tout petit peu de raison et un tout petit peu de réflexion au long cours. Une automatisation de métro, ça coûte des milliards si on devait automatiser tout ça. Donc c'est pas
une décision qu'on prend sous le coup de l'agacement d'un mois de grève. Ça n'a pas de sens. Dans 15 jours, si ça se trouve, il n'y a plus de grève et les métros redémarrent. Oui, mais le sujet sur le long terme, n'est pas... c'est quelque chose qui pourrait... La tendance à long terme à l'automatisation, elle s'impose naturellement et ça n'a rien à voir avec la grève. Ça n'a rien à voir. Le sujet... Ça n'a rien à voir, mais la grève peut peut-être faire émerger des questions... mais pas sur l'automatisation. Les gens qui pensent l'automatisation parce qu'ils ont des réactions café du commerce, parce que c'est la grève, se trompent dans le jeu. La réalité de l'automatisation, c'est pas du tout pour casser la grève. Les gens qui disent ça, ils devraient avoir honte même de le penser. L'automatisation des lignes, elle a un avantage. Un avantage, c'est que par l'automatisation, on augmente la fréquence et donc le débit des lignes de métro. C'est ça l'intérêt de l'automatisation. C'est ça l'enjeu. Et ça, nous le soutenons. Mais ceux qui disent on va automatiser comme ça, à la RATP, ils sont bien ennuyés, ils pourront plus faire la grève, ça c'est sûr. Un jour, on n'a qu'à supprimer les emplois et comme il n'y aura plus d'emplois, il n'y aura plus de grève. Ce qu'il faut, c'est trouver les conditions du dialogue pour sortir de la grève. Mais en réalité, la priorité sur l'automatisation n'a rien à voir avec la grève, mais nous la soutenons. Mais c'est une tendance de long terme qui est un petit peu plus importante que uniquement de réaction à la grève. Et est-ce que ces grèves ne sont pas aussi l'occasion d'accélérer le passage des bus à l'électrique? Parce qu'on a vu qu'avec les embouteillages, la pollution augmentait. Oui, alors et là, d'abord, on a vu que parmi les enseignements qu'on peut tirer de la grève, parce que vous avez raison, on peut en tirer. Heureusement qu'on a fait des pistes cyclables. Elles se sont révélées extrêmement pratiques. Et après des procès pendant des mois, j'imagine que vous vous en souvenez des procès sur les travaux que nous avons menés et les principaux travaux impactants que nous avons connu à Paris, c'est la fameuse construction du réseau Express Vélo, tout le linéaire sur la rive gauche, le linéaire sur la rue de Rivoli, sur le boulevard Sébastopol. Ce sont des travaux évidemment lourds et complexes. Et bien, à l'usage, ça s'est révélé spectaculairement efficace et heureusement, nous l'avons fait. Donc, d'une certaine manière, la grève confirme ce que nous comprenons. C'est qu'il faut favoriser les mobilités alternatives parce que lorsqu'on n'a pas plus le choix et qu'on revient à la voiture, la situation est intenable. Et donc, il faut développer les réseaux de transport en commun, les trottinettes qui ont été beaucoup, à raison, décriées. Moi-même, j'ai beaucoup rouspété. Mais quand elles sont bien utilisées et on remarque une amélioration du civisme, la grève montre que changer le paradigme des mobilités, favoriser les mobilités douces, les mobilités actives, la marche, etc., ça peut être très utile, très efficace. On va parler de politique dans le reste de l'actualité, notamment avec la sortie de votre livre. C'est aujourd'hui, ce jeudi 9 janvier, qui est sorti « Paris n'est pas une ville, c'est un monde », sorti aux éditions Le Petit Matin, Lutetia non urbs sed orbis de Charles Quint. Vous avez repris cette situation sur votre livre, préfacé par Anne Hidalgo, qui déclare faire entièrement confiance à son premier adjoint. Elle ne tarit pas d'éloges à votre propos, que vous seriez le meilleur premier adjoint que l'on puisse avoir selon elle. Le livre d'un passionné... Alors on a eu un autre avant vous. Livre d'un passionné d'histoire de Paris, mais aussi un livre bilan en quelque sorte du mandat d'Anne Hidalgo. Dans une première partie, vous parlez beaucoup de l'histoire de Paris, de ses origines, de sa population, de sa démographie, de son urbanisme également. Vous abordez ensuite la beauté de Paris, l'art, le fait qu'il faut y faire la fête toujours. Paris qui change également, les enjeux environnementaux que vous décrivez bien, notamment dans ce bilan des actions menées par la maire actuelle. Et puis une conclusion sur les chantiers, sur le futur de Paris, sur le fait que Paris pourrait retrouver des couleurs aussi, quand vous comparez avec le bâti haussmannien. Voilà beaucoup de choses que l'on découvre dans cet ouvrage. En revanche, on en apprend assez peu finalement sur vous-même, Emmanuel Grégoire, qui est, on le rappelle tout de même, candidat et tête de liste dans le 12e arrondissement de Paris aux prochaines municipales. On peut quand même le dire pour le téléspectateur, vous êtes né en Seine-Saint-Denis, au Lilas, c'était en 1977. Vous vivez actuellement dans le 12e arrondissement de la capitale. Cela fait 20 ans maintenant, on comprend votre engagement dans ce secteur de Paris. Vous avez été bercé par le communisme dans votre famille. Vos grands-pères, tous les deux étaient communistes, avaient la carte PCF, étaient à la CGT, c'est bien cela? Oui, c'est une famille très engagée à gauche, engagée à la CGT et au Parti communiste, qui allait souvent de pair dans les années 60, 70, début des années 80. J'ai été élevé dans un milieu très politisé, très à gauche. Après, j'ai fait mon propre chemin intellectuel, mais je suis très fier de cette histoire parce que c'est vraiment une histoire d'engagement, d'attachement au bien commun, d'attachement aux autres, avec les qualités et les défauts qu'on a tous les uns et les autres. Mais voilà, donc j'ai
pris ça de ma famille. C'est plutôt porté, vous, du côté du Parti socialiste? Oui, il s'est porté du Parti socialiste parce que je suis fondamentalement un social-démocrate. Je l'ai compris très jeune dans ma formation personnelle, intellectuelle. C'est que je suis pas anticapitaliste, par exemple. Je ne crois pas que ce soit naturel, que ce soit inhérent à la nature humaine d'être anticapitaliste. J'en comprends par contre le sens de ceux qui ont ces convictions-là et je les respecte, mais ce ne sont pas les miennes. Mais moi, je suis pour un socialisme de transformation. C'est il n'y a pas de fatalité. 2, la question de l'égalité des chances et de la correction de la malchance de la naissance est un élément tout à fait essentiel de mon engagement. Et puis, un attachement, j'utilise beaucoup le mot de bienveillance vis-à-vis des autres. Voilà, qu'on est, pour reprendre une expression commune à Pascal et à Camus, nous sommes embarqués. On est embarqués tous ensemble et donc voilà, c'est en se serrant les coudes qu'on y arrive. Et donc dans les relations politiques que j'ai avec la majorité, même, je le crois aussi avec l'opposition, je crois que ça se sent. J'aime bien discuter, j'aime dialoguer, j'aime essayer de construire ensemble. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord et on assume. Mais je crois qu'il y a toujours intérêt à essayer de trouver des points de convergence. Voilà. Vous êtes engagé donc auprès notamment de Bertrand Delanoë lorsque vous étiez son chef de cabinet pendant longtemps. Ensuite, vous avez pas fait votre chemin aux côtés d'Anne Hidalgo, aujourd'hui en tant que premier adjoint. On est à 2 mois maintenant des municipales. Vous êtes d'ores et déjà désigné comme le chef de campagne de Anne Hidalgo. Et pourtant, la principale intéressée, on n'entend toujours pas parler de sa candidature pour ce scrutin. En fait, elle va pas se présenter, c'est ça? Si, je vais lever un suspense s'il y en avait. Nous approchons du moment de la candidature. C'est simplement... on en approche beaucoup, c'est très prochain cette déclaration? Oui, ça approche, c'est prochainement, c'est très prochainement. Peut-être dans les prochains jours, effectivement. Tout simplement parce que d'abord, elle avait le souhait de finir correctement son mandat et de ne pas confondre les échéances. Quand on est maire, c'est pour 6 ans, c'est pas pour 5 ans et demi ou pour 5 ans, parce que parfois, on ampute beaucoup de sa capacité d'action. Or, dès lors qu'on passe au statut de candidate, ça change un tout petit peu la relation qu'on a aux Parisiens. Et donc, elle a voulu mettre à profit tout ça, y compris pour livrer. Vous avez vu, nous avons voulu travailler jusqu'au bout. Nous touchons au but, j'allais dire. Et donc maintenant, elle sent que le moment vient où elle va pouvoir... d'abord déclarer sa candidature et surtout préciser le projet qu'elle entend proposer aux Parisiens. Parce que c'est ça qui va être très important. C'est démontrer qu'on a de l'énergie, un projet, beaucoup de capacité à le porter dans l'avenir et une configuration politique pour le permettre. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a que Anne Hidalgo qui réunit ces conditions pour le moment. Une vision, une stratégie et des partenaires pour le faire. C'est quelque chose qui manque cruellement en face. Et donc voilà, elle va, quand elle sera candidate, vous l'entendrez beaucoup comme candidate, vous l'avez beaucoup entendu comme maire, le statut va changer, mais elle assumera. On le saura d'ici ce week-end ou pas? On verra dans les jours prochains. Vous m'autoriserez à garder un minimum de surprise. Ça fait partie aussi de l'esthétique de ces campagnes électorales, de laisser à la candidate ou au candidat, quand il s'agit du candidat en face, décider du moment où ils veulent déclarer leur candidature. Vous évoquiez les partenaires d'Anne Hidalgo, on va en parler. Oui, donc David Béliard, qui est le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, a appelé à une large coalition pour le climat allant de la France insoumise à Cédric Villani, qui est le candidat dissident pour LREM. Est-ce qu'un rapprochement entre David Béliard, qui fait partie de votre majorité, et Villani est envisageable? D'abord, moi je suis très respectueux de nos partenaires, de nos adversaires. C'est pas à moi de dire qui veut se marier avec quoi. Simplement quelques éléments d'analyse. 1, il ne nous exclut pas de cette alliance. Puis qui dit, c'est de la France insoumise à Cédric Villani, en passant par Anne Hidalgo. Simplement, David Béliard, et on peut le comprendre, il est candidat au premier tour, il entend défendre sa copie et essayer de porter une dynamique personnelle. Et j'observe plusieurs choses. 1, que Daniel Simonet l'a sèchement éconduit en 12 secondes. Deuxièmement, qu'il avait posé des conditions à Cédric Villani, qui les a sèchement écartées, et à tel point que le patron national des Verts, Julien Bayou, a dit ce n'est pas possible de s'allier avec lui. Anne Souiris, qui est adjointe de Anne Hidalgo et qui est une proche de David Béliard, a dit notre adversaire principal, c'est la République En Marche. Donc voilà, ce que je vois avec intérêt, en tout cas, c'est que l'urgence environnementale, dont chacun sait qu'Anne Hidalgo en est très inspirée.
c'est quelque chose qu'elle porte avec puissance et avec un courage immense que beaucoup lui ont reproché. Qu'elle vous a fait partager assez Absolument. récemment. D'ailleurs, j'explique dans mon livre à quel point moi j'ai aussi fait ma mutation intellectuelle. Moi, j'ai été formé à la social-démocratie européenne, un peu classique. On est des productivistes, on crée de la richesse et on répartit de la richesse. Et on voit bien que derrière cette équation-là, il y a une aporie idéologique. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut obligatoirement, pour que ce soit soutenable, intégrer l'exigence environnementale au cœur du modèle idéologique que nous souhaitons défendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec Anne Hidalgo et avec toutes les personnes qu'elle nous a aidés à rencontrer au cours de ce mandat. Et d'ailleurs, elle a elle-même, dès le début du mandat, marqué ça puissamment à une époque où c'était beaucoup moins à la mode, et d'ailleurs beaucoup lui ont reproché très puissamment à l'époque, rappelez-vous, les oppositions à la fermeture des voies sur berge, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'est aligné sur ses positions et je crois que c'est là sa plus grande victoire. Et donc, moi, on laisse les Verts s'exprimer librement, c'est bien leur droit en démocratie. Simplement, ils savent que nous souhaitons continuer l'accord programmatique stratégique avec eux après mars 2020. Et si nous pouvons étendre cet arc progressiste qui est à la fois social-démocrate avec de l'écologie politique à d'autres personnalités, dès lors qu'ils respectent le socle de valeurs et le projet que nous défendrons, moi je n'y suis pas du tout hostile, simplement ça me paraît pour l'instant être un débat sur le sexe des anges et pas tout à fait conforme à la réalité. Mais laissons la campagne faire son chemin. Dans le reste de l'actualité politique, justement, chez vos adversaires, vous parliez de cette crainte de l'adversaire La République En Marche qui s'est révélée il y a quelques années maintenant. Chez vos adversaires, ce jeudi, on a appris que Marlène Schiappa allait rejoindre et soutenir la candidature de Benjamin Griveaux en se présentant, elle ne sera pas tête de liste, mais en se présentant dans la liste du 14e arrondissement de Paris. Un soutien de poids, évidemment, pour La République En Marche, de cette secrétaire d'État. Est-ce que c'est une menace pour votre camp? Écoutez, non, je ne crois pas du tout. Moi, d'abord, je suis respectueux, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais enfin, il y a un mois, elle ne voulait pas être candidate au municipal. Elle avait fait part de son intérêt pour Marseille, de son intérêt pour la Corse. Elle finit dans le 14e arrondissement. Le climat y est moins ensoleillé. C'est du nomadisme électoral que je considère un tout petit peu à l'ancienne pour des gens qui se revendiquent du nouveau monde. Je rappelle qu'elle est élue socialiste du Mans municipal. Donc je crois que d'une certaine manière, ce choix démontre deux choses. Une forme d'opportunisme électoral et deuxièmement, le caractère totalement inconsistant de ces candidatures au gré des vents, etc. Voilà, après, elle mènera sa campagne, mais je vais vous dire, il y a une candidate qui est connue dans le 14e et qui est appréciée, c'est la maire sortante, elle s'appelle Karine Petit, c'est notre candidate et je suis convaincu qu'elle saura très efficacement qui que soient les adversaires en face. Et puis par ailleurs, je relève quand même que c'est pas rien, elle va affronter Cédric Villani. Tout à fait. C'est donc à Cédric Villani qu'il faut demander ce qu'il en pense. Je le sens potentiellement. Ah non, pas du tout. En tout cas, je le sens potentiellement plus embarrassé que nous. On savait bien qu'il y aura un adversaire. Non. Allez, on poursuit. On va tester vos connaissances à présent, Emmanuel Grégoire, dans cette nouvelle rubrique. C'est Paris Screen. C'est tout de suite. Vous continuez de réagir évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. 5 questions sur Paris et sur sa région. Emmanuel Grégoire, vous aimez les quiz? J'adore les quiz. Ah bah ça tombe bien, allez c'est parti. Surtout quand on les réussit. Surtout quand on les réussit. Ah bah on va voir ça, 5 questions, ça va aller vite. Quelle est la rue la plus courte de Paris? La rue la plus courte, je pense que c'est une rue du 12e arrondissement et... Je sais pas, peut-être l'impasse Mousset? Non, alors c'est dans le 2e arrondissement, c'est la rue des Degrés. En fait, c'est un escalier. Oui. C'est une rue en escalier, il y a 14 marches. C'est la rue la plus courte de Paris. On ne vous accorde pas ce point. Deuxième question. Quel RER il faut prendre pour vous rendre à l'aéroport d'Orly? RER B. Ouais. Le C également, mais c'est oui, bon, je vous accorde... malheureusement, il n'arrive pas à l'aéroport d'Orly. Un petit peu derrière. C'est pour ça que je ne vais jamais à l'aéroport d'Orly en RER, parce que c'est l'enfer, alors que même avec le B, il faut aller à Orlyval, après exactement, à Antony, qui fonctionne pas de façon assez sécurisée. C'est le seul aéroport où je vais pas en transport. J'y vais à Roissy, oui. Quel est le salaire de la maire actuelle de Paris, d'Anne Hidalgo? Vous le connaissez? Oui, je le connais. Vous dites tout.
Hein? Elle dit que vous dites tout, donc vous connaissez son salaire? Non, mais enfin, surtout parce que c'est public. Hein, c'est à peu près de 8 000 € net par mois, puisqu'il y a la rémunération de maire de Paris et puis il y a la rémunération de fonctions afférentes, et notamment la métropole du Grand Paris. Exactement. Et c'est bien de faire la pédagogie sur ce qu'on gagne, et c'est transparent, donc il n'y a pas de... Voilà. 6 500 € net donc d'indemnité pour la mairie de Paris et 1 000 € environ pour la métropole du Grand Paris. C'est juste 7 500 € à peu près. On vous accorde le point. Quel est le nouvel entraîneur, je ne sais pas si vous êtes très football, du Paris FC? Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je suis très football, mais je dois avouer que je suis plus Paris Saint-Germain que Paris FC. Et donc, non, je ne sais pas qui est l'entraîneur du Paris FC actuellement. Alors, pour votre culture générale, c'est René Girard. Lundi, il a officiellement été désigné en remplacement de Meka Bazdarevic. Voilà, Girard qui avait gagné la Coupe de France face au PSG, justement. Et c'était alors l'entraîneur de Montpellier. Enfin, on a le souhait, il y a la place sans doute pour avoir un deuxième club en Ligue 1 à Paris. Et c'est vrai que le Paris FC a toutes les promesses. Ce qui serait d'ailleurs iconoclaste, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Paris FC, mais c'est un club qui a été à l'origine de la création du Paris Saint-Germain, dans une histoire assez rocambolesque au début des années 70. Je connais très bien, mais simplement, je suis super. Même si vous êtes plus running, Paris, vous êtes plutôt un marathonien. Absolument. C'est ça. Marathon de Paris l'année dernière, vous le refaites cette année? Oui, j'ai l'espoir de le faire si la campagne ne me met pas sur les rotules. Vous me donnerez quelques conseils, moi aussi je vais courir. Le blind test maintenant. Si vous aimez la musique, c'est la 5e et dernière question. On écoute ce titre et vous me dites quel est l'interprète ou alors le titre. Trop chaud pour moi, Paris tropico. C'est M. Paris trop chaud à ma peau, sous le soleil. M, vous dites? Non. Ouais. Ce n'est pas M, ça commence par M, mais c'est Minuit. C'est vrai que la voix pourrait ressembler. C'est une femme qui chante. Et c'est pas n'importe quelle femme. Dans ce groupe, il y a notamment les enfants de Catherine Ringer et de Frédéric Chichin, d'Erita Mitsuko. C'est leur groupe Minuit qui chante Paris Tropical. Voilà ce qui nous fait un score, je crois, de 2 sur 5. Voilà votre score plutôt moyen. On peut mieux faire, mais on peut toujours progresser. C'est bien de le voir ainsi. Allez, on parle transport maintenant dans Capital 2020. C'est Paris Focus. Et Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris, merci de nous rejoindre pour faire l'état des lieux du plan vélo. Justement, vous l'abordiez tout à l'heure, Emmanuel Grégoire. Il a été mis en place par la maire sortante, Alexia. Il y a du bon et du moins bon. Et on va commencer par le positif, parce que c'est toujours mieux de commencer par le positif, et par cet article du magazine américain Forbes qui titre « Comment les pistes cyclables sont en train de transformer Paris ». Un article qui rappelle que la capitale française a bondi de la 15e à la 8e place dans le classement des villes les plus adaptées au vélo, et que les trajets ont augmenté de plus de moitié en une seule année. On en compte aujourd'hui pas moins de 420 000 quotidiens. Bon bilan donc pour votre équipe en matière de mobilité douce, remarquée à l'étranger qui plus est, même si l'objectif des 1400 km de pistes cyclables n'ont pas encore été atteints. Seuls 1000 km ont été mis en place pour le moment. Vous reprenez par ailleurs une chanson de Jodassin dans votre livre. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Alors oui, pour les heureux propriétaires de bicyclettes, mais pas vraiment pour les fameux usagers du Vélib. Vous reconnaissez vous-même que les débuts ont été assez chaotiques. La gouvernance de suivi, je cite, a été parfois inadaptée, et le retard lors de la phase de transition a été trop importante. Mais le fiasco du début passé, il reste tout de même de nombreux dysfonctionnements, amplifiés évidemment par la grève, mais on va prendre des chiffres qui datent du 3e trimestre 2019 pour rester dans une situation ordinaire. Selon une étude réalisée par l'association Paris en selle entre juillet et septembre 2019, un trajet sur 4 est jugé insatisfaisant par les usagers, et en septembre 2019, 15% des trajets ne sont pas réalisés faute de trouver un Vélib qui fonctionne assez rapidement. Parlons justement de ces dysfonctionnements. Ils sont nombreux, il existe même des codes entre les usagers pour se faire comprendre quand un vélo est hors service, on retourne la selle. Mais quoi de plus énervant, nous disent les internautes, qu'un vélo qui est hors service, qu'un vélo dont les feux, le frein, le guidon, les roues ou encore la chaîne ne fonctionnent plus. Sur 60% des trajets, les cyclistes se plaignent de dysfonctionnement sur le vélo. Ça, c'est pour les vélos mécaniques, et 56% pour les vélos électriques. Ces problèmes se concentrant surtout sur les chaînes, les vitesses et les pédaliers. Alors, Emmanuel Grégoire, densification du maillage, réparation, sanction des dégradations. Quelles améliorations sont prévues pour les usagers si les électeurs donnent leur scrutin à Paris en commun?
Quelles améliorations apportées? Alors, d'abord, moi je suis un usager très régulier du Vélib, j'étais abonné avant, je suis resté et c'est mon mode de déplacement en seconde position. D'abord le métro et ensuite le Vélib. Vous le prenez d'où à où généralement le Vélib? Le Vélib, moi je viens en métro entre chez moi et la mairie, qui est mon lieu de travail principal. Du 12e au 4e? Du 12e au 4e, en métro ça passe très bien, mais dès que j'ai des trajets intercalaires ou les lignes de métro, etc., ou le plaisir de faire du vélo, je prends le Vélib. J'avoue prendre beaucoup de Vélib électrique quand on y a, mais je ne resigne pas à prendre le mécanique. Et donc moi-même, il m'arrive d'éprouver l'agacement de n'importe quel usager. Deux choses. D'abord, nous avons un souvenir très idyllique du Vélib 1. Il avait connu des débuts extrêmement chaotiques, à tout point de vue technique, financier, etc. Et deuxièmement, même en rythme de croisière, il y avait encore un peu de dysfonctionnement. À tel point que la selle retournée n'est pas un code nouveau pour le Vélib, c'était déjà le code pour le Vélib. Mais vous êtes d'accord pour dire que la situation s'est dégradée avec le changement d'opérateur notamment? Alors, évidemment, et je le dis dans mon livre, on l'a déjà dit, la maire l'a déjà dit, la transition a été à tout point de vue ratée. Elle a été ratée parce que mauvaise anticipation, le nouveau prestataire a lui-même éprouvé les plus grandes difficultés à déployer. Mais enfin, nous avons mis des moyens colossaux, nous-mêmes, la ville, mais aussi le prestataire, les actionnaires du prestataire, pour corriger la situation. Et je ne dis pas que la situation... Suffisant, si on écoute non, c'est exactement. Il y a encore des problèmes, mais en ce moment où Vélib est particulièrement éprouvé, on parle de 170 000 déplacements jour. Chaque vélo fait 50 km en moyenne. Enfin, votre vélo personnel, vous faites 50 km avec, il a une tête différente que quand vous l'avez acheté neuf. Voilà. Donc, et le vélo a eu quelques problèmes qu'il a fallu corriger. Il avait des problèmes de chaînes qui sautent, il avait des petits composants qui étaient trop fragiles, et donc ça a été changé. Simplement, les chaînes de production industrielles qui fabriquent ces vélos mettent du temps. Là, on a réinjecté plusieurs milliers de vélos. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés au stock de vélos disponibles suffisant. Mais ça progresse de façon considérable. Jamais le Vélib 1 n'avait permis autant de trajets. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, mais enfin jamais il n'y avait eu autant de trajets en Vélib. Et on a, comme toujours sur les choses, tendance à retenir les problèmes plutôt que ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on travaille sur deux pistes. La première, c'est la montée quantitative sur la flotte de vélos disponible, parce que c'est le moyen d'en avoir à disposition. Et le deuxième sujet est celui de la maintenance. Nous avons, et là il y a deux leviers pour ça. Il y a trop de vélos abîmés. Alors il y a les vélos abîmés naturellement par l'usage. Ça, c'est au prestataire de se mettre en ordre de bataille. Il l'a fait, là, et je pense qu'on verra ça de façon spectaculaire à la fin de la grève, parce que là, en ce moment, il suffoque sur les vélos qui sont ramassés. Plusieurs centaines par jour doivent être réparés. Il faut prendre la mesure de ce chantier. Et rappeler que Vélib 2, c'est le plus gros réseau au monde, et de très très loin, de vélos en libre service, avec cette innovation majeure qui a été au cœur de la difficulté technique du déploiement, qui est le fait qu'il y ait des vélos électriques. Voilà. Et la deuxième chose, ce sont les incivilités. Écoutez. Et là-dessus, la mairie de Paris va pouvoir sévir ? C'est pas que la mairie de Paris, c'est d'abord le prestataire dans ses dispositifs de surveillance des usagers et de contrôle c'est à la société d'abord de surveiller ces vélos, puisque nous payons la société pour cela. Et c'est aussi le rôle, évidemment, de la mairie, parce qu'on a intérêt à y concourir, mais aussi le rôle de la police. Il y a une forme d'habitude totalement incroyable qui s'est développée, notamment chez certains jeunes. C'est que ce serait pas grave de dégrader un Vélib. Et on a tous observé la scène des jeunes qui secouent les Vélib comme des dingues jusqu'à ce qu'ils décrochent. Il a fallu renforcer le système et maintenant ça fonctionne plutôt bien. Qui pensent que c'est pas grave. Voler un Vélib, c'est aussi grave que voler un bien à n'importe qui. Donc ça, ce sera traité de toute façon dans le cadre d'une incivilité. Exactement, ça a été traité et ça va aller mieux. Mon sentiment, c'est qu'après des mois difficiles, nous en avons convenu. Évidemment, forcé de constater que ça n'a pas été au rendez-vous au moment du relancement du service. Le sentiment, c'est que cela va mieux, que ça peut encore progresser, et nous mettons une pression immense, quotidienne, nous et le syndicat, qui est la structure publique qui associe toutes les communes et qui a choisi le prestataire. Nous mettons une pression
immense pour obtenir des résultats, des garanties de la part du prestataire. Voilà, on va monter, ça va s'améliorer peu à peu, et encore, il y a des nouveaux vélos qui arrivent à peu près tous les 3 mois. On a de nouveaux stocks de vélos qui arrivent, et donc voilà, je pense qu'on commence à avoir le bon bout. Au-delà du vélo, il y a beaucoup de choses dans cette politique de transport de la ville de Paris. Christine Henry, on parle notamment d'une aide que proposerait la mairie de Paris aux jeunes. Voilà, donc le pass Navigo depuis la rentrée est gratuit pour les moins de 11 ans. C'est la ville qui finance. Vous avez annoncé que si Anne Hidalgo est réélue donc en mars prochain, elle rendrait les transports communs gratuits pour les moins de 18 ans. Combien est-ce que ça coûterait ? Alors, ça coûte environ 40 millions d'euros, parce que ça dépend de 2 choses. Ça dépend du prix auquel nous achèterons cette prestation à Île-de-France Mobilité, et deuxièmement du taux de recours, c'est-à-dire combien de jeunes utiliseront vraiment, parce qu'il n'y a jamais des taux de recours à 100%. Et qui va payer ? Ah bah ça, ce sont les finances de la ville, donc c'est nous tous qui allons payer. Mais, je viens de le savoir. Non mais c'est pas grave, en fait ça va pas coûter plus, je vais vous dire pourquoi. Puisqu'aujourd'hui c'est déjà la somme que nous consacrons à la mesure pour la gratuité des moins de 11 ans des transports. Et pourquoi ça va pas coûter plus ? C'est parce que Île-de-France Mobilité a beaucoup travaillé ces dernières années sur la modernisation de son système de tarification, et qu'aujourd'hui le système que nous avons mis en place, il est très imparfait, puisque comme vous l'évoquez, il faut faire l'avance, et deuxièmement, il est tarifé au prix d'une carte imaginaire, c'est-à-dire beaucoup plus cher que le recours. On facture d'une certaine manière autant un enfant de 3 ans qu'un jeune de 20 ans qui se balade en permanence. Or, Île-de-France Mobilité va, grâce à la modernisation de son système de tarification, a créé un système de pass qui s'appelle Liberté, enfin il y a plein de nouveaux modes, qui va permettre à la ville de financer des transports publics pour les petits Parisiens, mais plus proche de la consommation réelle. Et donc, je vous l'ai dit, ça coûtera moins cher que le système actuel, sans avance de frais. Donc, c'est à tout point vertueux. Je pense que cette idée est suffisamment intéressante pour que nos adversaires, plutôt que de la critiquer, s'en saisissent. Il suffisait d'y penser. Un Parisien maintenant. Il suffisait que ce soit possible, et ça ne l'était pas à cause du système de tarification jusqu'à présent. On aura l'occasion de le voir dans le futur. Un Parisien souhaite aussi vous poser une question, Emmanuel Grégoire, une question mobilité. On l'écoute, vous réagissez après. Je pense que c'est pas toujours les décisions pour les mêmes. C'est-à-dire quand je vois la place qui est accordée aux vélos, aux espaces verts, etc. C'est aussi oublier qu'il y a des gens qui se déplacent en voiture, qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se déplacer en vélo. Moi, j'ai pas envie de me déplacer en vélo. J'ai plus l'âge à 60 ans de me mettre sur un vélo. En tout cas, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de tomber par terre. Voilà, donc je pense que voilà, les décisions, elles doivent être pour tous les Parisiens, pas simplement pour ceux qui votent pour Anne Hidalgo. Les automobilistes, qu'est-ce qu'ils font à Paris maintenant ? Non, écoutez, monsieur pense ce qu'il veut et je respecte ce qu'il pense. Simplement, on n'est pas d'accord. D'abord, il a tort sur le fait qu'il y aurait un âge limite de vélo à 60 ans. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs s'étranglent en entendant cet argument. Il a raison sur le fait que celui qui veut... Il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas utiliser de vélo. Mais même, il a même droit, on est en démocratie, il a même le droit de dire, de ne pas vouloir, il a raison. Simplement, nous travaillons pour le bien général. On ne peut pas faire juste de la juxtaposition d'intérêts particuliers. Parmi les arguments qui plaident en faveur de la politique de restriction de la place de la voiture, qui n'est pas d'ailleurs la politique d'Hidalgo pour les électeurs d'Hidalgo, qui est la politique de tous les grands maires des grandes villes du monde pour réduire la pollution. Que ce monsieur sorte un peu et qu'il regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ? Parce que la voiture individuelle est l'un des plus gros contributeurs à l'émission et de gaz à effet de serre, donc la fameuse empreinte carbone, mais surtout pour les pollutions localisées, l'émission des particules fines, qui sont très directement responsables d'une menace immédiate sur la santé des Parisiennes, des Parisiens, en particulier des plus fragiles, les enfants, mais lui qui a dépassé 60 ans devrait s'en préoccuper, aussi de nos aînés qui sont notamment qui ont des pathologies associées, cardio, en gros, vous dites qu'il faut etc. qu'il se mette à la page, ce monsieur, et qu'il fait dans l'air du temps. Non, mais il faut qu'il vive dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a 70% des Parisiens qui n'ont plus de voiture. Donc il n'y a pas 70% des Parisiens, à mon grand regret, qui votent pour Anne Hidalgo au premier tour, peut-être en mars 2020, je l'espère. Mais enfin, donc ce qu'il dit n'est pas raisonnable. Par contre, il faut arriver à trouver des solutions
solutions soutenables et donc de promouvoir des mobilités nouvelles pour tous ceux qui peuvent et qui veulent bien marcher, se déplacer en transport en commun, en vélo, etc. Et évidemment pour ceux qui n'ont pas le choix, eh bien qu'ils puissent le faire librement. Après tout, c'est un droit et on a le droit d'être coincé dans les bouchons à Paris et d'écouter sa musique. Ça, c'est pour les 4 roues. Les 2 roues qui essayent, eux, justement, de se faufiler dans les bouchons. On a un journaliste à la rédaction très préoccupé. Il a un scooter qu'il a acheté tout neuf, très cher. Et il se demande comment il va faire pour stationner si Anne Hidalgo est élue. Est-ce que ce sera payant? Combien? Où? Alors, nous avons répondu à cette question de façon précise. Anne avait pris l'engagement de ne pas tarifer le stationnement des 2 roues pendant la mandature. Mais on avait aussi dit, c'est le cas actuellement, mais on avait aussi dit qu'on mettrait un petit peu d'ordre parce que pour des conducteurs de 2 roues qui ronchonnent parce qu'ils ont des difficultés, nous avons infiniment plus de gens qui s'estiment victimes des 2 roues qui nous écrivent pour rouspéter. Le bruit, la pollution environnementale et surtout l'insécurité. C'est-à-dire l'insécurité, je me glisse partout, etc. Il peut arriver au vélo de faire la même chose. Et donc pour les 2 roues, nous avons dit que nous organiserions après les élections municipales des assises de la circulation et du stationnement où tout le monde sera associé, les représentants des intérêts des constructeurs, de la circulation, des usagers, et où on montrera que c'est dans la discussion, dans le dialogue que nous arriverons à articuler tous les intérêts de façon à trouver le chemin le plus soutenable possible. Mais de toute façon, la lutte contre la pollution, les politiques en faveur des mobilités actives sont une priorité et donc nous continuerons à réduire la place de la voiture à Paris. Emmanuel Grégoire, un invité vient nous rejoindre dans Capitale 2020 pour vous interroger sur ce qu'il vit dans son quotidien. C'est tout de suite dans Paris en face. Bonjour. Et nous recevons ce soir, bonsoir monsieur, d'être avec nous ici sur ce plateau. Vous voulez parler de la propreté, puisque vous êtes un habitant du 18e arrondissement de Paris. Nous connaissons d'ailleurs. Oui, vous connaissez, déjà vu récemment. Voilà, et votre problématique, c'est la propreté, la saleté même, vous pouvez le dire peut-être plutôt de votre point de vue, dans votre arrondissement notamment. La crasse même. Mais d'abord, je voudrais vous remercier puisque pour ce petit échange, puisque je ne suis qu'un citoyen, un petit Parisien parmi beaucoup d'autres, un habitant de quartier, d'un quartier de la Goutte d'Or qui est un quartier difficile. Et absolument pas un représentant de... On vient de parler beaucoup de politique. Je ne suis pas impliqué dans la campagne électorale. Vous venez parler de votre quotidien, vraiment d'habitant de Paris et de ce quartier. Et de quelqu'un qui s'implique dans son quartier au sein d'associations de riverains comme Demain la Chapelle que vous connaissez par exemple, et de tas de gens qui font du gros boulot. Et tout le monde constate la même chose, c'est que la saleté de nos quartiers augmente. Elle atteint à certains moments des points assez hallucinants et même inquiétants. Quand on voit, je ne veux pas rentrer dans tout le détail, tous les Parisiens le connaissent, les Parisiens qui sont amenés à venir dans les quartiers du Nord-Est parisien constatent ce qui s'y passe, voient parfois des choses assez effarantes. Mais quand on en est à fermer des squares parce qu'ils sont devenus insalubres, parce qu'ils sont envahis par les rats, c'est un problème. On pourrait citer des dizaines et des dizaines de choses. La question que l'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui Paris est plus sale qu'il y a 5 ou 10 ans. Est-ce que vous avez une explication ? Oui, j'ai une explication. D'abord, je connais bien monsieur, c'est un invité secret, mais pas tellement mystère, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Je connais votre engagement, je connais votre boutique, j'admire votre boutique et je sais votre mobilisation, votre attachement à ce quartier et combien vous avez été vous-même victime ces dernières semaines de cambriolage, etc. Et combien c'est insupportable. Mon propos ne va pas être de trouver des excuses. Je n'en cherche pas et nous devons trouver des solutions. Simplement des éléments d'explication et vous en êtes le témoin, donc je sais que au moins vous en partagerez le constat. D'abord, c'est pas tous les quartiers du Nord-Est, moi pour parfaitement connaître le 18e, le 19e, le 20e. Il y a plein de quartiers qui vont très bien, mais en revanche, il y a des quartiers très ciblés qui traversent une crise
très durable que nous avons énormément de mal à régler en dépit de mobilisation exceptionnelle. Et pourquoi cette dégradation? Alors, que décrit pourquoi? D'abord, ça a toujours été des quartiers riches et divers. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, Barbès était déjà le cœur battant d'un Paris populaire, très divers, très cosmopolite, etc. Simplement, ces dernières années sont venus des phénomènes percutés, des situations ou des quartiers déjà pas simples toujours. Quels sont-ils? D'abord, il y a la fameuse crise des réfugiés et l'incapacité d'organiser l'accueil. Et le secteur Chapelle. Est-ce que vous vouliez la saleté, l'augmentation de la saleté à cet accueil des migrants? Non, mais bien sûr, le triangle que nous évoquons, que nous avons visité maintes fois, Chapelle, Goutte d'Or, Barbès. Vous savez très bien que les problèmes de nos quartiers, les problèmes qui étaient spécifiques à nos quartiers, comme Carrefour Barbès par exemple, se sont étendus maintenant et grignotent un peu tout le nord-est parisien, le nord-est dit populaire, et débordent. 19e, 20e. Oui, non, mais je sais bien. Et débordent maintenant dans Paris. On a vu des vidéos de rats qui se battent avec des pigeons sur les Champs-Élysées. C'est quand même assez étrange. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. On va poursuivre. Vous faisiez le lien entre l'arrivée des migrants ces dernières années et l'augmentation de la saleté dans le 18e. Des centaines d'hommes en errance dans les quartiers nord, avec parfois des pics de plusieurs milliers. On parle souvent des points les plus difficiles, Porte de la Chapelle. Maintenant, ça va un peu mieux parce que ça a été évacué. Mais vous connaissez la situation dramatique, inhumaine, inacceptable de la Porte d'Aubervilliers. Vous allez nous dire cette saleté en enlevant ces migrants, en accueillant ces migrants, correctement. et que c'est le gouvernement qui doit s'en charger, c'est ça? Le gouvernement, c'est tout le monde. On connaît la position d'Anne Hidalgo qui régulièrement se rend dans ces quartiers nord de Paris pour si vous voulez, nous on a des services de propreté. On a des services de propreté. Ils sont mobilisés dans ces quartiers-là infiniment plus que dans d'autres de Paris. Simplement, quand vous nettoyez une rue et que dans l'heure qui suit, elle est ressalie par de la surfréquentation, par des incivilités, par de la misère, par de la précarité, par parfois de la détresse psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, qui mettent un immense bazar, eh bien, vous ne pouvez pas résoudre le problème avec uniquement de la propreté. Nous n'avons pas, vous le savez, de compétences en matière de sécurité. Or, vous connaissez comme moi... Pardonnez-moi, monsieur Grégoire. Vous avez des compétences en matière de propreté, de vie de la ville. Oui. Imputer la dégradation aux migrants, ou à la crise des migrants du moins, c'est une chose. Pas que d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a aussi la fréquentation, il y a aussi la question de la très grande précarité. L'affichage sauvage, les autocollants, les voitures ventouses, etc. Maintenant, on parlait de la propreté. D'accord, oui, ça y participe, l'affichage légal. D'accord, mais excusez-moi. Je suis d'accord, l'affichage sauvage est quelque chose sur lequel on se bat. Vous savez combien c'est l'amende pour affichage sauvage? Rappelez-le nous. 125 €, voire 68 €. C'est-à-dire, excusez-moi, laissez-moi finir. C'est-à-dire que les gens qui font de l'affichage sauvage se contrefichent de nos amendes. Parce que l'intérêt de communication, ils font une publicité, ou au pire, ça leur coûte 68, 125, etc. La législation, on l'a dit maintes fois, est extrêmement mal faite. Nous demandons deux choses. Un, à simplifier la procédure qui nous permet de verbaliser de l'affichage sauvage, et deuxièmement d'augmenter considérablement le montant. Voilà. Et donc nous faisons avec les moyens que nous avons à disposition. Et donc il y a de l'affichage sauvage. Cela étant dit, il y en a dans d'autres quartiers de Paris. Ce qui est au cœur du problème. Cela se répand de manière. On a même des firmes comme Yves Saint Laurent qui viennent poser des affiches sauvages un peu partout. Absolument. Ce n'est pas admissible. Non, ce n'est pas admissible. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de moyens de réaction, puisque un jour c'est les migrants, un jour c'est l'État. Non, mais monsieur, nous constatons les résultats. Juste, vous êtes quelqu'un de rationnel. Vous êtes en campagne électorale, monsieur Grégoire. Et vous devez nous voyons les résultats d'une politique. Non, c'est pas les résultats d'une politique. C'est pas Yves Saint Laurent qui fait de l'affichage sauvage. C'est pas le résultat de la politique d'Anne Hidalgo. Yves Saint Laurent. Je parle de tout un ensemble de choses. Vous le savez très bien. C'est pas une petite maison, c'est pas des petits délinquants. Ils profitent d'une faille de législation. Ça fait des années que nous demandons à faire évoluer ça. Et c'est pas nous, monsieur. C'est pas nous. L'affichage sauvage, il n'y en a pas qu'à la Goutte d'Or. Il y en a dans toutes les villes de France. Il y en a dans toutes les villes de France, en réalité. Nous avons écrit avec plein d'autres maires en faisant la liste des sujets sur lesquels nous devons avoir
plus de décentralisation de façon à avoir plus de pouvoir de réaction, et notamment sur l'un des sujets que vous évoquez, qui est celui de la sécurité en général, c'est celui de la police municipale. Vous savez, parce qu'on en a discuté souvent. Elle aura vocation notamment à régler ce genre de problème. Elle aura vocation à deux choses. Un, à libérer du temps de la police nationale pour qu'ils se concentrent sur leur mission d'ordre public et de chasser les délinquants et de chasser les voies de fait sur les cambriolages, les agressions, les vols à l'arraché, parce que ça ne sera, les trafics de drogue, ce ne sera jamais la mission de la police municipale. Et il y a beaucoup de démagogie de ceux qui voudraient laisser à faire croire qu'une police municipale réglerait ces problèmes-là. En revanche, sur un certain nombre de dispositifs, nous avons besoin d'une action collective, et je ne veux pas me défausser, passer la patate chaude, etc. Simplement, y compris avec l'aide de vous-même, des collectifs dans lesquels vous êtes engagés, etc. Comment on essaye de trouver des solutions? Il faut renforcer les pouvoirs des collectivités sur la régulation de l'espace public. Voilà, il faut leur donner plus la main. Alors certains nous accuseront à gauche d'être un peu trop coercitifs, un peu trop punitifs, mais enfin moi je suis un partisan quand même d'un minimum d'ordre et de régulation dans l'espace public, donc je suis totalement en ligne avec vous là-dessus. Deuxième chose, il faut absolument organiser l'accueil digne des réfugiés, parce que sinon nous créons des enquistements de pauvreté avec les corollaires, la délinquance, le trafic, etc. Et il faut aussi accueillir dignement les SDF, parce qu'aujourd'hui il y a des situations d'enquistement de très grande précarité, et donc avec les corollaires, vente à la sauvette, les glaneurs, etc. Il faut accompagner socialement ça. L'aspect punitif ne suffira pas. Il nous reste très peu de temps. Merci Jacques Dess d'être intervenu sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes habitant de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Nul doute que vous allez poursuivre cette conversation au-delà de l'émission, puisque vous en avez l'habitude. On va poursuivre avec notre rubrique vrai-faux avant de terminer. Deux petites questions très brièvement, Emmanuel Grégoire. Vrai ou faux, Anne Hidalgo est autoritaire? Non, on l'a beaucoup entendu ces derniers mois, notamment de la part de ses détracteurs, forcément. De caractère, et qui n'hésite pas à appuyer sur le bouton, j'emploie souvent cette expression, mais elle n'est pas autoritaire. Vous faites la différence donc entre autoritaire et l'autorité. C'est pas pareil d'être autoritaire et avoir de l'autorité. Très bien. Vrai ou faux, si vous êtes élu dans le 12e arrondissement de Paris, vous abandonnez le poste de premier adjoint? Oui, je serai maire d'arrondissement, c'est pour ça que je me présente et c'est la mission que j'entends honorer. Allez, on va passer à une question très brièvement que l'un de nos téléspectateurs, l'un de nos invités précédents a voulu vous adresser. C'est la tradition en fin d'émission. Gaspard Ganzer était sur ce plateau et vous adresse cette question. Il y a un sujet dont on parle très peu dans cette campagne électorale et je le regrette, c'est le sujet de la culture. Moi je pense que Paris est une ville de culture et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour permettre aux artistes de revenir à Paris. Parce que j'ai envie que Paris soit de nouveau une fête, comme à l'époque d'Hemingway, comme à l'époque de la Beat Generation. Donc comment est-ce qu'on fait pour réattirer les artistes à Paris ? Vous en parlez dans votre ouvrage également, oui, j'en parle. Dans Paris n'est pas une ville, c'est un monde. Vous parlez justement de cet aspect festif de Paris. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le restaurer? Pour vous, vous en parlez au présent. Mais attendez, il y a beaucoup de facilité à dire faut le restaurer. En réalité, Paris est une ville qui bouge énormément. C'est une des villes qui a la vie nocturne aujourd'hui la plus riche, alors qu'il y a une dizaine d'années, on disait oui, c'est en déclin par rapport à Berlin, donc Barcelone, ce n'est pas le cas, vous ne partagez pas l'avis de Gaspard Ganzer? Non, je ne partage pas l'avis de Gaspard. Je trouve à tout le moins parfois excessif et vous savez, et il sait qu'on se connaît très bien, nous avons travaillé ensemble. En tout cas, il a raison sur un point, c'est que la question du logement est valable autant pour les artistes que pour les autres. Et donc depuis plusieurs années, et d'ailleurs ça avait été engagé avec Bertrand Delanoë, nous l'avons poursuivi, la question de l'habitation et la question de lieux où ils peuvent exercer leur art est fondamentale. Et donc, je pourrais vous citer pendant 2 heures toutes les structures, les maisons des pratiques artistiques amateurs pour les pratiques, les gens qui veulent exercer. La question des résidences d'artistes, la question des ateliers d'artistes, la question de la promotion de lieux d'activité économique, et la question du soutien au spectacle vivant, la question du soutien aux industries culturelles. Donc nous sommes particulièrement attachés à la tradition culturelle de Paris qui est fondamentale, je le dis dans mon livre, dans l'histoire, dans l'identité de Paris. Et Paris sans ses artistes, Paris sans les nouveaux artistes, Paris sans l'avant-garde artistique, ce n'est plus exactement Paris. Paris est une des villes qui concentre le plus de galeries d'art au monde. Emmanuel Grégoire, il faut continuer les efforts. C'est à vous maintenant de poser la question au prochain candidat que nous recevrons sur ce plateau, candidat à la mairie de Paris. Quelles préoccupations souhaitez-vous mettre en avant ?
Vous regardez la caméra. Alors, ici. c'est qui sera le prochain invité? Ça dépend. On On sait verra. pas. Ah oui, de manière générale. Vous savez pas encore? Eh bien, je vais dire que le sujet qui est le sujet principal et qui le restera est celui du logement. Et donc, je le dis avec gravité. Aujourd'hui, il y a deux risques à Paris. Il y a la tentation du conservatisme. C'est le moratoire. C'est on arrête de construire, on arrête de produire du logement. Et le risque, c'est que ça provoque une gentrification accélérée et Paris ne sera plus Paris. Et donc, et c'est une question à chacun en réalité, c'est que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous vous engagez à continuer la politique de soutien à la création de logements ou est-ce que vous vous arrêtez, comme je le pressens, de la part d'un certain nombre de candidats? Emmanuel Grégoire, merci. Capitale 2020, merci à vous. BFM Paris, Le Parisien, c'est fini. Continuez de réagir avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Merci à notre journaliste du Parisien, Christine Henry, de nous avoir aidé à préparer cette émission. On le rappelle, Emmanuel Grégoire, votre ouvrage Paris n'est pas un monde aux éditions Les Petits Matins est donc paru ce jeudi 9 janvier. On vous rappelle également que vous retrouvez tout de suite Tanguy Delanlay sur l'antenne de BFM Paris pour Bonsoir Paris. Quant à moi, je vous dis à lundi dès 18h. Bonne suite de programme.